Adopté le 28 février 2022 lors des Assises nationales des forces vives, la charte des valeurs proposée par le comité technique d'élaboration des documents de la transition ouverte au Burkina Faso depuis le 24 janvier dernier vise, je cite, à transformer structurellement la société burkinabé en une société de vertu. Fin de citation. Où en est-on de l'administration et de la gestion de ces valeurs et comment édifier, au sortir de cette transition, la nouvelle république vertueuse que convoque la restauration de la patrie? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Pendant à peu près une heure d'horloge, nous revisiterons les valeurs auxquelles souhaite nous renvoyer le nouvel ordre politique burkinabé, en questionnant, bien entendu, la responsabilité de chacun dans le bien-être de tous. C'est aussi un double regard féminin que je vous propose aujourd'hui sur ces questions qui nous concernent tous. Germaine Pitroapa Nassouri, commissaire politique de l'UNIR MPS, bonsoir. Bonsoir. Première haut-commissaire de la province du Kouri-Tenga entre 1984 et 1986, puis conseillère culturelle à l'ambassade de Burkina en France. Madame Pitroapa, enseignante de formation, était députée de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste à l'Assemblée nationale jusqu'au coup d'État du 24 janvier 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci beaucoup. Je reçois également Mpere Adel Traoré, consultante, sociologue, experte genre et développement. Bonsoir. Bonsoir. Inspectrice du travail à la retraite, précédemment députée, Madame Traoré est également une femme politique bien connue du paysage du Burkina. Elle est aussi membre de plusieurs réseaux de leadership féminin. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Je vous le disais, c'est un double regard féminin que je vous propose ce soir. Nous souhaitons évidemment avoir souvent des femmes qui interviennent sur ces questions qui nous intéressent tous et qui nous concernent. Elles sont mères, épouses et leur regard est important à ce double titre. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 163e numéro de votre émission Périscope. Il s'agit d'un contrat. Un contrat moral, un contrat qui se nourrit à la sève de la restauration et de la refondation, mais aussi de la sauvegarde de la nation burkinabé. La charte des valeurs proposée par le comité technique de conceptualisation du format et de l'agenda de la transition en cours au Burkina depuis le 24 janvier 2022 ambitionne de mettre les citoyens, je cite, face à des comportements qui heurtent la conscience individuelle et collective. Fin de citation. Tout d'abord, comment appréciez-vous l'idée de cette charte qui vise dans son esprit à bâtir une démarche sociétale vertueuse au Burkina? Germaine Pitroapa. Je vous dirais que en soi-même, ce n'est pas mauvais. Ce qui a été, en tout cas, décliné dans ce que j'ai pu parcourir. Mais personnellement, je cherche à comprendre comment on met ça en œuvre durant cette transition. Est-ce qu'il s'agit de mettre ces valeurs en œuvre durant cette transition, ou plutôt de susciter ou de promouvoir des comportements auprès de chaque citoyen afin qu'on arrive à cette république de valeurs qui est projetée? Si je comprends bien, la transition est là pour 3 ans et je suppose que c'est leur agenda comme ça, et je me dis que au bout de 3 ans, nous allons pouvoir faire le bilan de ce qui a été fait. Alors, c'est une partie de l'agenda, puisque l'agenda, c'est aussi restaurer la nation, restaurer, sauvegarder, restaurer, mais également arriver à des élections transparentes et crédibles pour revenir à une république, une nouvelle république de vertu et de valeurs. Comment appréciez-vous, Madame Traoré, l'idée de cette charte qui vise dans son esprit donc à changer les choses, à changer les comportements? J'estime que l'idée, elle est louable. Elle est louable parce que j'estime que l'opinion, il y a une très grande opinion autour de la question de nos valeurs sociales. Qu'il s'agisse des discours de gouvernants,
des leaders d'opinion. Tout le monde parle des valeurs, de nos valeurs sociales en déperdition, et la nostalgie de retrouver nos valeurs, mais souvent sans description claire. Et pour moi, c'est déjà audacieux donc, que la charte au niveau du Burkina Faso ait pu permettre donc qu'on puisse savoir quelles sont les valeurs autour desquelles les Burkinabés voudraient se fédérer pour effectivement pour un développement harmonieux, une nation prospère. Voilà. Ouais, dans ce cadre-là, il faut dire que c'est une chose qui a été proposée par la Commission. Elle n'avait pas reçu mandat de le faire a priori, mais elle a estimé au regard de l'état de la nation et au regard de ce qu'elle a pu proposer pour conduire cette transition, proposer en plus cette charte des valeurs dont on ne parle plus depuis son adoption le 28 février. On pourrait se demander pourquoi il faut une charte des valeurs au Burkina, ou bien même si une charte des valeurs peut réintroduire la vertu et l'intégrité dans les comportements. Quel regard portez-vous donc sur la société burkinabé d'aujourd'hui et comment appréciez-vous les valeurs proposées dans la charte? Oui, Madame Pitropa. Ben, écoutez, les valeurs proposées dans la charte, pour ne pas être très désagréable, je considère que bon, c'est un catalogue de ce qui doit être fait. Bon, mais je dis que la société burkinabé, en 3 ans, on ne peut pas rattraper ce qui a été, ce qui s'est installé pendant des années. Est-ce que pour vous, ce catalogue, comme vous l'appelez, reflète donc la photographie actuelle de la société burkinabé? Est-ce que c'est un diagnostic qui a été fait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on arrive finalement à proposer ces valeurs-là ou à les réintroduire dans les comportements de chacun et de tous? Ce diagnostic existe en l'état, dans la conscience de chacun, de nous, de tous les Burkinabés. C'est vrai que bon, c'est une question peut-être générationnelle, parce que je pense que quand j'ai parcouru un peu ce document, je me suis dit que moi, personnellement, ou du moins l'ancienne génération, ce sont des choses que nous avons, en tout cas, imprimées dans nos mémoires. Maintenant, ce qui pose problème, c'est comment nous percevons l'évolution de cette société-là par rapport à la jeunesse. Et là, en ce moment, ça pose problème. Alors justement, quel regard vous portez sur la société burkinabé d'aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu? Comment vous décririez? Il y a peut-être surtout un manque d'envie d'être mieux ou d'être meilleur que ce qu'on a été. J'ai comme l'impression que s'il y a un mouvement de laisser aller, surtout au niveau de la génération qui nous suit, il y a un laisser aller et personnellement, j'ai comme l'impression que tout ce qui, une des choses qu'on leur a inculqué, par exemple, dans le comportement, c'est le gain facile. Le gain facile, sans effort, et ça me pose question. Ça pose des questions. Des questions. Alors, Madame Traoré, comment est-ce que vous décriviez ou vous caractériseriez donc la société burkinabé d'aujourd'hui? Comment vous appréciez ces valeurs qui ont été proposées dans la charte? Tout d'abord, je voudrais donner ma compréhension d'abord de ce qu'on appelle valeur. Parce qu'on en parle souvent, mais lorsque on se pose la question, mais la valeur, c'est quoi exactement? Bon, ma compréhension est que c'est vraiment des références à des comportements, à une façon des manières d'être, de se comporter et d'agir que des personnes ou des groupes sociaux reconnaissent comme un idéal. Alors, ce faisant, lorsque j'observe la société burkinabé actuellement, lorsque j'observe les pratiques économiques, politiques,
sociale, culturelle et même environnementale, je dirais que nous sommes dans une dégradation de nos valeurs socio-culturelles. Une dégradation qui devient de plus en plus accrue et qui est réellement un problème émergent de notre société. Parce que si vous prenez l'exemple des valeurs aujourd'hui qui sont contenues dans notre charte, je prends l'exemple de l'intégrité. Aujourd'hui, c'est d'autres valeurs qui prennent le pas sur les valeurs que nous connaissions. Et quand on prend l'intégrité, dans la définition qu'a donnée la charte, c'est l'honnêteté. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? C'est la corruption aujourd'hui qui prend le pas sur l'intégrité. C'est le laxisme au travail qui prend le pas sur l'amour du travail. Et je me réfère au dernier contrôle de l'ASE du 22 février, où plus de 85% de retard a été relevé. Cela veut dire qu'il y a des travailleurs qui touchent des salaires dont ils ne méritent pas. Parce qu'il faut voir à l'heure où on vient au travail. Bon, donc c'est pour dire que lorsque j'observe effectivement les pratiques sociales, politiques, économiques, bon, aujourd'hui le mérite, c'est beaucoup plus le népotisme, le favoritisme. Donc, il va donc falloir corriger tout cela. Il faut corriger tout cela. Et donc c'est à juste titre que moi j'apprécie en tout cas la charte des valeurs, que l'on puisse vraiment les mettre maintenant en pratique. C'est peut-être là l'énigme. Comment on fait pour les mettre en pratique? On va en parler tout à l'heure. Comment on fait pour s'approprier les principes de cette charte? Comment on fait pour refléter toutes ces valeurs qui sont décrites dans cette charte? Une charte des valeurs qui distingue des valeurs individuelles de référence comme l'honnêteté, le patriotisme, l'intégrité, l'humilité, la responsabilité, et des valeurs sociétales collectives comme la solidarité, le respect des aînés, la redevabilité, la culture de la paix. L'intégrité, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, est censée être l'ADN du citoyen burkinabé. La charte définit notamment l'intégrité comme, je cite, la qualité d'une personne incorruptible et honnête qui observe rigoureusement les devoirs de la justice et de la morale. Elle requiert la vérité, la dignité, la probité. Fin de citation. Madame Pitroapa, comment jugez-vous justement le baromètre de l'intégrité aujourd'hui, 38 ans après le rebaptême de la route Volta en Burkina Faso, justement, pays des hommes intègres? Vous qui avez beaucoup travaillé sous la Révolution, et donc qui portez jusqu'à aujourd'hui les idéaux de la Révolution. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, je porte les idées de la Révolution. Ce que je fais comme constat, dans un premier temps, c'est que bon, ces valeurs que nous avons essayé d'inculquer et que nous pratiquons, parce qu'à l'époque, nous, on pratiquait ce que l'on disait. Bon, aujourd'hui, on a comme l'impression que chacun fait ce qu'il veut. Alors, rapidement, quand vous dites que vous pratiquez ce que vous disiez, un exemple, parce que les gens qui nous écoutent ne voient pas, peuvent ne pas comprendre comment vous pratiquez. Par exemple, vous prenez l'intégrité à notre, en tout cas, période, et les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés au pouvoir, ben, quand même, on avait comme comportement l'intégrité. Nous avons mis à l'œuvre. Ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait par le fait qu'il faut venir à l'heure au travail, déjà. Et que si vous avez un travail à faire, vous le faites bien, parce que c'est pour ça que vous êtes payé. On n'a pas l'impression aujourd'hui que les gens savent qu'ils sont payés pour effectuer un travail. Ils ont tout simplement l'impression, c'est l'impression que ça me donne, qu'ils sont présents au travail, mais ils ne font pas leur travail. Parce que certains d'entre eux considèrent que c'est une contrainte. Travailler, c'est une contrainte. En tout cas, à notre point de vue, pendant la Révolution, travailler, c'était se libérer de tout ce qui peut être une entrave au développement harmonieux d'un être humain.
on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas cette conscience-là. Mais l'intégrité, ça va au-delà du travail. Ça va au-delà du travail. La corruption, à notre époque, était sanctionnée. D'abord, on le voyait et c'était sanctionné. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, de demander à quelqu'un qui vient vous demander un extrait d'acte de naissance, de vous tendre un billet de 2000. Or, moi, en 2015, 2012, quand je suis arrivé, je voulais faire un extrait d'état civil. Eh bien, celui qui m'a accompagné m'a dit, est-ce qu'on peut avoir quand même un peu pour donner à ceux qui vont vous effectuer. Parce que là, on était assis, on attendait, et personne ne venait pour accélérer les choses. Ou pour mettre un caillou sur le papier afin qu'il ne s'envole pas. Voilà. Et c'est... Bon, face à ma réticence, on est resté jusqu'à l'après-midi. Et c'est au moment où mon grand frère, lui, il est venu, il a dit, bon, toi, 83, 84, 85, c'est une période révolue. Il faut s'adapter à la situation actuelle. Et quand lui il est rentré, évidemment, il a dû mettre le caillou sur le papier. Et en moins d'une demi-heure, j'avais mon papier. C'était OK. C'était OK. C'est lamentable. Et donc vous pensez qu'il faut encore changer tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut changer tout cela aujourd'hui? On doit pouvoir changer. Parce que l'être humain s'adapte à beaucoup de situations. On doit pouvoir changer. Pourquoi à cette époque, on arrivait à le faire et pas maintenant? C'est vrai qu'il y a une autre génération qui est arrivée. C'est aussi une autre époque. Certainement une autre époque, mais les pratiques dont nous parlons sous la Révolution, par exemple l'intégrité, pouvaient tout à fait continuer sans pour autant qu'il y ait obligation je ne sais pas moi, ce n'est pas une obligation de renverser toute la table. Ça aurait pu continuer parce que nous devons, quand on est à un poste de responsabilité, nous devons satisfaire ceux pour lesquels on nous paye, satisfaire ceux qui viennent nous solliciter. Donc servir. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a une intégrité à double face, à double visage, ou qu'on n'arrive même plus à lire cette intégrité qui est pourtant dans le fronton du nom du pays et qui est dans l'ADN du nom du pays? Excusez-moi, mais oui, rapidement. À notre époque, l'exemple était tel qu'effectivement, il y avait des difficultés à passer à côté. Parce qu'il y avait l'exemple. L'exemple venait d'en haut. Et ça, c'est appréciable. Et la population voyait que nous ne faisions pas le contraire de ce que nous disons, mais on le pratiquait. Alors, est-ce que finalement, l'exemple, quelque part, à un certain moment, ne s'est pas rompu? Est-ce que les gens n'ont plus de repères et n'ont plus d'exemples, et donc finalement, se sont engouffrés dans... C'est ce que je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on veut être riche très rapidement. On veut vivre au-dessus de ses moyens, ce qui expose effectivement la nouvelle génération à la corruption. Eh bien, dans notre génération, nous estimons que c'est ce que tu mérites, c'est avec ce que tu vis. Je vous donnerai un petit exemple. Lorsque j'étais en service à l'inspection du travail, j'ai effectué un contrôle d'entreprise, puisque ça fait partie des missions de l'inspection du travail. Alors, au contrôle, les normes, les conditions générales du travail n'étaient pas satisfaisantes. J'ai dû dresser donc un procès verbal qui certainement pénalisait l'entreprise. Alors, j'ai reçu, une fois rentré à l'inspection du travail, j'ai reçu la visite du patron qui est venu me faire comprendre qu'il fallait annuler absolument ce procès verbal parce qu'il venait d'obtenir un gros marché en Conseil des ministres et que je pourrais rendre un peu difficile le processus, rendre lent, mais je ne peux pas l'empêcher. Et il est prêt pour tout ce que je proposerai. C'était un refus catégorique. Parce que là, il y avait la dignité et en tout cas la fierté d'assumer mes missions d'inspecteur du travail selon la déontologie de la
de la fonction publique. Il m'a fait comprendre que de toute façon, je perdrais mon temps et que ce n'était qu'une étape. Il sauterait mon étape. Et effectivement, le marché lui a été octroyé. Donc, il a pu puisque sauter normalement, votre étape. il ne devrait pas avoir le certificat de l'inspection ni de la CNSS. Mais il a pu l'avoir. Il l'a quand même obtenu. Il l'a quand même obtenu. Donc, vous comprenez. Bon, en toute chose, il y a toujours des exceptions. Peut-être que jusqu'à présent... Quand vous parlez de la nouvelle génération, il y a quand même parmi la nouvelle génération des gens qui sont... Heureusement, il y en a toujours, en tout cas, qui croient que l'intégrité, c'est quelque chose qui est une vertu personnelle. Voilà. Ça vient du profond de soi-même. Ça vient du profond du soi-même en lien avec l'intégrité, peut-être pas sur la même, pas sur le même niveau de valeur. Il y a la question du civisme qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres dans la circulation, les comportements quotidiens dans nos quartiers, au travail. Les faits et actes d'incivisme se multiplient et on estime que cette situation constitue aussi une source de l'effritement tendanciel de l'autorité et de l'État, n'est-ce pas, Germaine Pitron? Moi, je pense que tout simplement, ce que nous venons de décliner, à savoir l'intégrité, quand ça, nous, que je ne veux pas être prétentieuse, nous l'avons reçu de l'éducation que nous au sein de la famille. Donc, quand vous l'avez reçu, vous êtes en même temps une personne civique. Prédisposé à, effectivement, à intégrer cette qualité-là. Pour ce qui me concerne, je dis c'est souvent, c'est le laisser-aller qui vient d'en haut. Les lois sont là. On les applique ou on ne les applique pas. Mais quand on ne les applique pas, l'être humain est un animal sauvage qu'il faut absolument que sa vie en société, justement, influe sur son comportement. Sinon, la tendance naturelle, c'est de faire ce qui est plus facile. À savoir, voilà. Je ne sais plus qui a dit que l'être humain est un animal changeant. Oui. Alors, justement, toutes ces questions nous interpellent aujourd'hui. La République est en danger, si l'on ose dire, et il faudrait quand même que par nos comportements, on arrive à montrer que nous essayons d'avoir un pays bâti sur des valeurs, sur des vertus, mais aussi sur un minimum de dignité, n'est-ce pas, Madame Traoré? Alors, donc, on a parlé d'intégrité, on a parlé de civisme, il va falloir revoir un peu tout ça. L'article 10 de la charte évoque la ponctualité comme une valeur à promouvoir. Vous en avez fait état tout à l'heure, qualité d'une personne qui respecte les horaires de travail et de rendez-vous. La ponctualité est un signe profond de la conscience professionnelle. Comment peut-on aujourd'hui justement promouvoir la ponctualité lorsqu'un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, LC, indique que suite à une vérification effectuée le 28 février 2022, 86,65% des agents des services publics sont arrivés en retard à leur poste de travail. Justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Comment aujourd'hui on remet les gens au travail et comment on les amène à respecter la ponctualité? Mais c'est tout là où je peux parler vraiment d'une sérieuse crise de nos valeurs. Et ce contrôle a-t-il concerné et les supérieurs hiérarchiques et les agents? Si c'est le cas, on dit que tout le monde vient en retard. Et qui contrôle qui sanctionne qui? Et qui a l'obligation de respecter les horaires parce qu'il sait qu'il est soumis à contrôle. Ça veut dire que ça n'existe pas. Ouais. Donc il va falloir réintroduire tous ces contrôles et justement couper la racine à l'impunité. Voilà, il faut réellement que l'autorité de l'État commence d'abord par le démembrement des services de l'État. Donc si je peux venir à l'heure que je veux, je ne suis jamais inquiété, ben, il va sans dire peut-être que mon supérieur hiérarchique lui-même, sûrement n'a pas de rigueur à son niveau. C'est la même chose, par exemple, pour l'incivisme dont on parlait. Mais les feux rouges, les feux tricolores, ce n'est pas seulement les jeunes qui les brûlent, c'est bien des personnes adultes. Les marches de protestation ou bien manifester un mécontentement,
Et brûler les biens publics, ce n'est pas seulement des jeunes. C'est souvent avec bel et bien des personnes âgées. Casser les feux tricolores, le bien public, casser les feux tricolores. Donc vous comprenez que nous sommes en vraie crise, de nos valeurs sociales. Donc c'est tout ça qu'il faudra revoir, madame. Moi, je dis tout simplement, c'est tellement facile de faire le mal que de faire du bien. Si vous prenez même à l'intérieur de la famille, la personne qui pose des normes de conduite, l'enfant va moins vers cette personne que celui qui laisse aller et qui ne met pas de normes de conduite au sein de la famille. Bon, je donne l'exemple. En tout cas, c'est souvent la maman qui est considérée comme une qui empêche, entre griffes, de tourner en rond. Et généralement, on va vers papa pour faire ce qu'on veut. Ce que maman ne va pas accepter, on va demander à papa. Mais dans certaines familles, c'est maman qui est plus dure, voilà. Mais dans certaines familles, c'est plutôt papa. C'est le contraire. Oui. Et justement, il faut qu'à l'intérieur de cette famille, déjà, les choses soient coordonnées afin que l'enfant sache que ce qui est interdit chez maman est aussi interdit chez papa. Donc, pour ce qui est de, par exemple, l'incivisme, comme elle dit, il y a des exemples à donner. On doit vous donner l'exemple. Quand vous avez votre bébé ou votre enfant pour amener à l'école et que vous venez vous brûler le feu, vous ne pouvez pas, il constate parce que l'enfant n'est pas si bête que ça. Et l'enfant réfléchit et regarde ce que le comportement de celui qui a l'autorité. Si vous-même vous ne respectez pas cette autorité, eh bien l'enfant aurait du mal à le faire. C'est pour ça on répète assez que l'exemple doit venir d'en haut. L'exemple doit venir d'en haut, par exemple, comme on dit, les retards. Si le directeur de cabinet lui-même, il vient, ou du moins le responsable, il vient à 10 heures, comment il peut contrôler que l'agent de livraison de courrier est arrivé à 8h30 plutôt que 7h30? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que nous arrivions à ce que nous-mêmes, nous prenions conscience, nous les adultes, nous prenions conscience de notre responsabilité parce que la jeunesse nous regarde. Et si elle doit se construire sur l'exemple de notre comportement laxiste, forcément la société se délite. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle se délite. Il ne faut pas qu'elle se délite. Alors, Madame Traoré l'a dit tout à l'heure, mais vous aussi êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'amour de la revendication a pris le pas sur l'amour du travail au Burkina? Ce n'est même pas l'amour de la revendication qui a pris le dessus. C'est l'amour de ne pas respecter, de ne respecter aucune règle. C'est surtout ça qui amène les gens, l'être humain, bon, il n'est jamais forcément content de sa situation. Ça, c'est pas un drame. Et c'est normal, c'est logique que l'être humain, quand il a quelque chose, il tend à améliorer sa situation. Mais une chose est de revendiquer pour améliorer sa situation, une autre chose est de revendiquer tous azimuts. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans la société, il n'y a plus personne qui soit capable de dire quand on a des droits, on a des devoirs. Et que les devoirs, doivent être faits aussi bien que vos droits seront appliqués. Donc il faut taper du poing sur la table. Et je vous dis, bah oui, évidemment, moi, en ce qui me concerne, moi, c'est un système qui ne me déplairait pas, mais il faut donner l'exemple. Pour taper le poing sur la table, il faut aller donner l'exemple. Sinon, vous n'êtes pas crédible. Ouais. Il faut donc donner l'exemple. Ça veut dire que l'exemple vient d'en haut. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Si aujourd'hui, même des adultes et les jeunes ont un certain comportement, c'est parce que plus haut, il y a sans doute un laisser-aller et qu'il y a cette culture de l'impunité. Mais bien sûr, si on n'est pas soi-même exemplaire, comment peut-on appliquer l'autorité? Comment peut-on faire respecter l'autorité? Pour vraiment assumer l'autorité, il faut soi-même donner l'exemple. Par exemple, venir à l'heure, par exemple, au service. Cela permet de dire à l'agent, de lui demander des comptes, pourquoi tu es venu en retard.
Et si le voilà, responsable n'est le pas là, responsable lui-même, il n'est pas là. personne ne va Ça, lui poser c'est un des exemple. questions. Oui. Voilà, comme elle l'a si bien dit, vous avez votre enfant derrière la moto, vous brûlez le feu. Alors, prochainement, quand lui-même il sera au volant, il brûlera le feu. D'abord sur la moto, Voilà, tout à fait. avant d'arriver au volant. Voilà. Et donc, lui aussi, il va recopier la même chose. La jeune génération, concernant la corruption, la jeune génération qui arrive trouve les aînés, ceux qui les ont dévancés, qui leur fait comprendre que la chèvre broupe là où on l'a attachée. Voilà. Donc, ils rentrent donc dans l'engrenage et puis la chaîne continue. Oui. Donc, constater même qu'il y a corruption, il faut que soi-même, on soit incorruptible. il faut qu'on soit incorruptible. Si on n'est pas incorruptible, on ne peut pas reprocher aux autres d'être... Moi, je donne l'exemple d'un inspecteur, par exemple, de permis. Bon, il faisait des malversations, c'est-à-dire qu'il faisait acheter plus ou moins le permis, et c'est son chauffeur qui l'envoyait récupérer ce qui lui était, bon, en tout cas proposé par les personnes extérieures qui voulaient absolument vite leur permis. Ben oui, comme le chauffeur a vu que le patron le faisait, en l'absence du patron, il l'a fait. Et maintenant, lui aussi, il a servi d'intermédiaire. lui aussi, il a servi d'intermédiaire. Pour qu'on ait rapidement son permis. Voilà. Manque de chance. Bon, lui, il a été attrapé. C'est un autre inspecteur qui est venu. Et voilà, il a dit, bon, moi, j'ai fait ça, mais le patron aussi le fait. Résultat. Donc, c'est le patron qui m'a appris à le faire. Forcément, c'est ce que tout le monde doit comprendre. Alors, mais malgré ce tableau qui paraît assez sombre et dont on doit quand même sortir, il y a, on l'a dit tout à l'heure, des personnes honnêtes, intègres, ponctuelles, pénétrées des postures et des comportements vertueux dans ce pays. Ces personnes-là, quand même, il faut qu'on leur rende hommage, il faut qu'on les salue afin qu'ils puissent continuer à adopter ces comportements-là et qu'ils puissent entraîner le reste à adopter les bons comportements, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a des gens qui sont encore honnêtes. Parce que pour reconnaître un malhonnête, il faut qu'il y ait des gens honnêtes qui soient. Et je dis que la société burkinabé, il ne faut quand même pas le réduire au fait que, bon, tout le monde fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que, bon, on a tendance naturelle à faire quelque chose sans tenir compte de celui qui est à côté de vous. Mais je pense que, bon, notre société, il y a espoir parce qu'il y a une catégorie de jeunes qui ont pris conscience du fait qu'ils sont responsables et qu'ils doivent se comporter à ce titre-là comme responsables. Mais bon, comme ce n'est pas la totalité ou la majorité, évidemment, on ne voit que quand le train arrive en retard, oui, mais on ne voit pas le train qui arrive à l'heure. Et il faut qu'on puisse parler aussi des trains qui arrivent à l'heure, Madame Traoré. Tout à fait. De la même manière, par exemple, pour les valeurs socio-culturelles, nous en avons, par exemple, pour lesquelles nous devons pouvoir nous défaire, parce qu'elles ne nous font progresser en rien. Et ça, c'est même annoncé à l'article 20 de la Charte de la jeunesse, où certaines valeurs, certaines pratiques traditionnelles contre, par exemple, la dignité, l'intégrité, par exemple, de la femme. Par exemple, je parle de l'excision ou d'autres pratiques qui sont le lévira, on doit s'en défaire. Au contraire, il y a certaines valeurs que nous devrions reconnaître, les valoriser et les placer au centre de notre vision justement du monde, afin de pouvoir vraiment construire une nation prospère. Et ceux effectivement qui donnent l'exemple, qui donnent encore de la valeur justement à ces pratiques ou à ces valeurs, on doit pouvoir également leur reconnaître et en tout cas les honorer. Et c'est pour cela qu'il existe aujourd'hui, par exemple, la décoration, qui sont des mérites qu'on reconnaît. Même si aujourd'hui, je peux dire que même ça, c'est vraiment biaisé. Parce que ce n'est pas évident qu'aujourd'hui, ce soit les plus méritants qui reçoivent des médailles, qui obtiennent des médailles. C'est dommage. Il faudrait donc instaurer là aussi un principe de méritocratie pour amener les uns et les autres à faire cet effet d'entraînement qui ferait du bien à toute la société. Ben oui, si effectivement vous n'avez pas droit à quelque chose et qu'on vous l'octroie,
ben, vous ne connaissez pas la valeur. Vous prenez l'exemple d'un enfant, quand vous leur achetez par exemple une mobilette, ben, on n'a pas l'impression qu'ils en prennent si soin. Mais à partir du moment où, à un moment donné, moi je prends mon exemple, on avait un vélo pour y aller, mais bon, le vélo, comme c'était facile, bon, on n'en prenait pas tellement soin. Mais quand j'ai pu acquérir moi-même ma mobilette, demandez-moi comment je me comportais, parce que la mobilette était devenue précieuse pour moi, parce que je l'ai acquise autrement que par le don. Donc, nos enfants, il faut qu'on leur apprenne, moi je leur apprenne souvent le manque. Ils peuvent manquer quelque chose. On peut refuser à un enfant quelque chose auquel on pense qu'il n'a pas droit. Mais dans certaines familles, je constate dans cette société, il y a des parents qui ont peur même de leurs adolescents. Par exemple, on n'ose pas lui poser la question parce qu'il va menacer la maman ou la personne qui est chargée de ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut éviter justement de tout donner à un enfant parce qu'il n'a pas, il n'acquiert pas la valeur du travail pour obtenir quelque chose. Il faut donc travailler à élever ceux qui font du bien afin qu'ils puissent entraîner les autres dans cette voie au total. La charte énonce 19 valeurs individuelles de référence dont l'observation réelle contribuera à formater un citoyen digne et intègre. Parmi ces valeurs, celle de l'humilité, de la ponctualité, on l'a dit, de l'honnêteté, de la loyauté et du patriotisme. Le patriotisme explique la charte des valeurs en son article 3, c'est, je cite, l'attachement à sa patrie, la volonté de se dévouer et de se sacrifier pour la défendre. Le patriotisme conduit le Burkinabé à ressentir de l'amour et de la fierté pour son pays et pour ses compatriotes. Fin de citation. Alors, vu sous cet angle et au regard des dangers qui guettent la patrie aujourd'hui au quotidien, tout le monde doit faire preuve de patriotisme, n'est-ce pas, Madame Traoré? Tout à fait. Et je pense justement que la valorisation donc, de nos pratiques, de certaines pratiques traditionnelles aujourd'hui, peuvent, comme par exemple le patriotisme, le courage, peuvent être même des armes, hein? Et même la solidarité. La solidarité peuvent être des armes aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme dont le pays aujourd'hui est victime. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la violation des droits humains qui sont au centre aujourd'hui de la question sécuritaire. La dignité, la violation des droits humains. Et je pense que à partir du moment où c'est l'être humain qui est mis au centre de la question sécuritaire, il va falloir que toutes ces valeurs sociales, socio-culturelles-là puissent être vraiment, j'allais dire, non seulement valorisées, mais également mise en pratique effectivement. Et ça, cela ne peut donner du fruit que de l'effort de tout le monde, les dirigeants, les leaders d'opinion, tous les citoyens, à quelque niveau qu'ils soient. Donc il va falloir travailler sur ces questions, justement. Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte ou on ne se saisit pas de cette valeur de patriotisme, de solidarité, pour faire front commun contre le terrorisme? Moi, ce que je remarque tout simplement, c'est que nous avons à l'heure actuelle une compréhension haute de l'éducation. Bon, l'éducation, ça se fait à la maison. Et l'instruction, c'est à l'école. C'est ce qui explique le fait qu'il y en a qui confondent éducation et instruction. Et qui laissent l'instituteur ou le professeur face à des enfants à qui, à la maison, on n'a pas appris le minimum de comportement. On doit donc dire normalement le ministère de l'Instruction nationale plutôt que le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, de l'éducation. Mais nous n'avons fait que copier littéralement, bon, ceux qui nous ont colonisés, c'est le mot, parce que c'est le ministère de l'Instruction
Et on peut même ajouter l'instruction et puis ajouter civique, etc. Ce qui est... Oui, dans l'instruction, il y a à la fois l'instruction civique et l'instruction alphabétisation, par exemple, vous apprendre à écrire, à lire et à comprendre ce que vous lisez, etc. etc. Donc, il faut absolument qu'on mette l'accent sur la responsabilité des parents. Parce que tant qu'on va laisser les choses aller en l'état, ben évidemment, toutes les couches de la société vont être impactées par la mauvaise éducation, les mauvaises références familiales qui ne permettent pas à l'enfant d'être responsable des actes qu'il faut. On voit des responsables qui posent un acte, mais ils ne se sentent pas responsables de cet acte. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, bon, c'est un mot à la... Madame Pitropa pointe là la responsabilité des parents, donc la responsabilité de la famille, de la cellule de base de la société finalement, pour produire un citoyen qui a une éducation lui permettant d'être à la fois patriote, civique et tout le reste. Je veux bien. Mais il faut même qu'au niveau de la cellule familiale, elle soit suffisamment justement responsable. Et que les parents puissent intégrer eux-mêmes ces valeurs-là. Mais si c'est possible à l'enfant d'aller soutirer 5 millions sous le matelas de papa pour aller faire le week-end, pour aller en boîte, ben, moi, je m'inquiète bien. Et comment le papa fait-il pour se retrouver avec 5 millions sous le matelas? Aujourd'hui, quand on parle justement du terrorisme, c'est dans nos familles. C'est nos familles qui constituent la pépinière pour ces groupes armés. C'est là qu'ils viennent recruter. Et souvent, on n'est même pas au courant que son enfant est enrôlé. On dit qu'il a eu du travail. Et après, il revient avec de grosses motos, il commence à ériger des nouvelles maisons et on ne s'inquiète pas. On n'a pas le contrôle de l'enfant. Donc, cela laisse à désirer que ce soit la cellule familiale. Il faut qu'au niveau même de la cellule familiale prenne ses responsabilités vis-à-vis de l'éducation de l'enfant. Et que même la communauté, bon, en tout cas de notre temps même, c'est toute la communauté qui éduquait l'enfant. C'est ça, en effet. Aujourd'hui, tu vois un enfant dans la rue qui a un comportement où il faut le corriger, mais tu iras terminer au commissariat de police ou à la gendarmerie où les parents viendront te convoquer. Tu n'as pas le droit de corriger l'enfant. Des parents d'élèves font irruption dans les écoles. Parce que son enfant a eu une mauvaise, ou bien qu'on l'a réprimandé. Comment, à notre temps, quand par exemple un parent constatait par exemple que vous avez de l'argent, la première question c'est qui t'a donné? Puisque tu n'es pas censé en tout cas disposer d'argent tant que ce n'est pas eux qui vous l'ont fait. Aujourd'hui, comment on peut revenir avec une grosse moto, sortir qu'on va à l'école, revenir avec une grosse moto et aucun parent ne pose la question? Donc, ça fait que c'est la cellule familiale qu'il faut renforcer, la cellule communautaire. Parce qu'au niveau des familles, il faut aussi que la communauté ait un regard, un droit de regard sur le comportement de chaque enfant qui passe dans le quartier, ce qui a disparu. Comment on fait pour réintroduire tout cela dans nos quotidiens aujourd'hui? Là est la question. Il y a aussi les valeurs sociétales collectives de référence au nombre de 13, notamment l'hospitalité, la solidarité, la fraternité, le respect des aînés, la redevabilité, la culture de la paix, la tolérance, le pardon, le dialogue, la justice sociale, l'équité et puis la résilience. Alors justement, tout cela fonde ou devrait fonder ce qu'on appelle le vivre ensemble. Tout cela doit amener justement ce double regard famille et communauté à ouvrir les sociétés vers les valeurs qui sont décrites au niveau de la charte. Dans l'incivisme que nous constatons, honnêtement, c'est le sentiment d'impunité de ceux qui doivent être punis que certains comportements s'expliquent. Si on n'a pas ce sentiment d'impunité,
on ne peut pas expliquer ce qui veut dire l'incivisme. Tant qu'on ne va pas se référer à ça, c'est parce que bon, ceux qui sont en haut, on est obligé de revenir encore à ceux qui sont en haut, ou même l'enfant, quand il voit que papa, par exemple, réprimande Gérard pour tel geste, et que Jacques, lui, on ne lui dit rien. N'est pas réprimandé. Et bien, même au sein de la famille, il y a injustice. Il y a injustice et l'enfant peut se révolter, quelles que soient bon, les raisons pour lesquelles bon, il se révolte, même si c'est futile, mais quand même, il faut avoir le sens de l'équité à l'intérieur de la cellule familiale et au niveau communautaire. Il faut qu'il n'y ait pas le sentiment d'impunité qui permet, en tout cas, favorise l'incivisme. Alors, très rapidement, parce que malheureusement, hein, le temps file très très vite, comment on traduit toutes ces valeurs-là dans les faits? Qu'est-ce qu'on fait pour les vulgariser finalement? On a une charte, depuis, on a énoncé des valeurs, ce sont des valeurs, des principes qui sont connus, plus ou moins. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a un hiatus entre toutes ces valeurs qui sont bonnes et les comportements des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour amener chaque citoyen burkinabé vers l'appropriation de ces valeurs? Madame Traoré. Mais je vois que la charte a essayé de donner des contenus à ces valeurs. C'est ça. Peut-être que souvent nous parlons de ces valeurs sans savoir qu'est-ce qu'on y met comme contenu. Et si ce contenu, nous sommes donc, on a un consensus autour de ce contenu, c'est de le vulgariser, de le porter à la connaissance de tous les citoyens et en les traduisant également dans toutes les langues pour que vraiment la compréhension soit accessible à tout le monde. Et effectivement à sensibiliser tous les citoyens à quelque niveau de responsabilité qu'on soit, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit les dirigeants, que ce soit les organisations de la société civile, afin que nous puissions effectivement voir dans nos comportements quotidiens, au sein des familles, au lieu de nos travails, même dans nos partis politiques, des comportements citoyens qui effectivement nous permettent d'aller vers vraiment un vivre ensemble. Alors justement, vous l'avez souligné, mais il est prévu dans les dispositions finales de cette charte que je cite, la charte des valeurs sera traduite dans toutes les langues nationales et diffusée sur l'ensemble du territoire burkinabé. Elle sera aussi introduite dans les curricula et enseignée dans le système éducatif du Burkina Faso. Fin de citation. Comment vous voyez la mise en œuvre, la mise en pratique de cette vulgarisation, de ces principes-là, afin qu'on arrive finalement à changer les comportements citoyens? Moi, je dis tout simplement que toutes ces valeurs que nous avons évoquées aujourd'hui, ces valeurs existent et je pense qu'on a introduit l'institution civique depuis un certain temps pour permettre justement que nous essayons de contenir ce qui est en train d'être délité par rapport à la société. Donc je pense que à l'intérieur de cette matière, on doit introduire beaucoup de choses. Moi, par exemple, je savais qu'au cours normal, l'eau coûte cher, on ne doit pas la gaspiller, par exemple. Bon, ou alors une expression, chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Donc, ce genre d'instruction qu'on peut donner à un enfant, ça, comme j'ai toujours dit, si à la maison, on peut arriver de l'école, enlever sa chaussure dès la terrasse, et qu'il n'y ait personne, dans un coin. Voilà, revenir de l'école, prendre son sac qu'on jette au salon parce qu'on est pressé d'aller faire pipi ou autre chose à la limite acceptable, mais pour aller jouer, ben forcément, dans les comportements en dehors de la famille, ça se ressent. Donc il faut, dans ces instructions, cette instruction civique qui avait été, qui est introduite dans notre enseignement, que ce soit renforcé par justement l'enseignement de ces valeurs-là qui ont été dans cette charte-là. Alors enseigner ces valeurs
Pour vous, est-ce un bon mécanisme de vulgarisation? Comment on peut, disons, mettre ça en pratique finalement? Bon, sans doute qu'on aura l'occasion, mais pour vous, est-ce qu'on a encore le temps d'introduire ce processus ou le temps nous est déjà compté? Il faut aller vite pour arriver petit à petit à mettre en œuvre ce qui est prévu dans la Charte des valeurs. Oui, parce que, comme je dis, la vulgarisation auprès des adultes peut se faire avec des plaidoyers, des sensibilisations, mais la génération montante, dès le bas âge, il est bon que dans les curricula déjà, on commence déjà à inculquer cela dans l'état d'esprit des enfants. Moi, depuis ma 6e, je retiens une leçon de vie qui m'a été donnée à la Sainte-Thérèse de Banfora. C'est une petite histoire d'instruction civique en fait, qu'on nous donnait chaque matin avant les cours. À une réception, les invités étaient au nombre de 20. Donc les morceaux de gâteau également étaient au nombre de 20. Et donc on passait devant chacun, il prenait un. Et il y a un qui a pris 2. Donc quand il a pris 2, il y a une personne qui n'a pas de gâteau. Et on devait vérifier qui a pris le morceau. Et quand la personne a été découverte, c'était vraiment la honte. Il s'est devant tout le monde. En fait, c'était pour nous dire, dans la vie, c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Être honnête et être solidaire, être respecté, voilà, respecter les principes de règles d'un groupe. Voilà. Donc, c'est pour dire que, voilà, ça c'était... On ne prend pas tout ce qui est posé, c'est pour 6 personnes, par exemple, chacun se sert en tenant compte de l'autre, mais pas venir, bon, j'en connais, je vois des familles où le premier arrivé fait ce qu'il, enfin, jusqu'à satiété, même si à un moment donné, on se rend compte que la quantité est tellement réduite que ceux qui vont venir après n'en auront pas assez. Je vois les jeunes sourire en vous écoutant et se dire ben ça c'est une autre époque, on a dépassé ça. Aujourd'hui ce n'est plus comme ça. On est à l'ère d'internet, on est à l'ère du téléphone portable, on est à l'ère de la télévision, on est à l'ère des autoroutes. Tant mieux qu'ils aient cette facilité de communication. Ça c'est un fait, c'est une évolution à la limite que je félicite qu'il y ait ce moyen de communication, parce qu'à notre époque, même pour écouter la radio, je ne suis pas sûr que la radio du papa était à notre disposition pour qu'on écoute. Et ensuite... Aujourd'hui, chacun peut écouter sa radio voilà. comme il l'entend. Ce qui est dommage dans cette évolution, effectivement, de ce progrès, c'est que les contenus ne sont pas adaptés à la société. C'est surtout ça. Quand vous voyez à la télévision des séries ou autres, je ne sais pas quoi, qui se font devant les enfants, auxquels les enfants peuvent avoir accès, ça c'est un problème. Parce que c'est pas l'évolution qui est mauvaise, c'est les contenus qu'on met dans cette évolution-là. Notamment leur téléphone portable. Quand on voit un enfant qui... à peine 7 ans, exige un téléphone pour aller, portable, c'est quand même symptomatique. Alors si l'évolution doit amener l'homme à changer négativement, ce n'est plus une évolution. Oui, il faut bénéficier des bienfaits de l'évolution, mais dans le sens positif. Ouais. Dans le cadre de la nouvelle République à construire, il faudrait donc qu'on se repose sur notre culture, sur nos valeurs. Au final, cette charte appelle à un changement de comportement qui devrait fonder une nouvelle république des valeurs au service des idéaux et des aspirations profondes. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, c'est déjà la fin de cette émission, mais en 30 secondes, est-ce que vous avez une suggestion, une proposition à faire, à verser au dossier pour... une république où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Quel est votre rêve pour la République de demain? Très rapidement. Ça, c'est quand même compliqué et difficile à dire en quelques secondes. Et pourtant, il faut le dire en un mot. En un mot, nous devons
justement reposer le problème du vivre ensemble. Reposer le problème du vivre ensemble, en un mot. En un mot, je pense très sincèrement qu'il faut revoir notre système éducatif. Adapter le contenu d'un système éducatif à nos besoins de développement. Aujourd'hui, à 60 ans, après 60 ans d'indépendance, nous n'avons toujours pas notre monnaie. Nous sommes toujours dépendants économiquement. Il faut donc revoir tout cela et repenser notre système éducatif, repenser nos comportements, vivre mieux et vivre, repenser notre vision du développement, notre vision du monde, asseoir nos savoir-faire sur nos valeurs culturelles. C'est un projet de société. Pour fonder une république des valeurs et une république d'intègre, c'est ça? D'intègre, de civisme et de solidarité afin que chacun puisse en profiter. Et de tolérance. Mesdames, Messieurs, le sujet n'est pas épuisé, mais ainsi s'achève pour l'instant votre émission Périscope numéro 163 qui recevait pour vous Germaine Pitroapa Nassouri, ancienne députée, commissaire politique de l'UNIR MPS. Merci pour vos éclairages. Je vous en prie, merci, c'est vous qui méritez notre merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Mpere Adel Traoré, elle est consultante sociologue, experte genre et développement en leadership et également experte en leadership féminin. Merci pour vos éclairages. Merci. La réalisation de ce numéro de Périscope est assurée par Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a épaulé et soutenu. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous. Mais surtout, prenons soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité, une victoire. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous offre les clés du monde.